Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette fois-ci pour parler séries et pour parler séries sur la plateforme Netflix. Déjà, il faut savoir que je trouve qu'en ce moment, après la grosse période de Noël, des vacances de Noël et du Nouvel An où on a eu beaucoup de sorties sur les plateformes, on n'a pas grand-chose. Les sorties cinéma, ça continue d'aller plus ou moins bien, mais je trouve que ce soit sur la plateforme Netflix ou sur les plateformes Disney+. Pour le moment, on se concentre sur les séries Star Wars, Marvel, mais moi j'attends qu'elles soient terminées pour regarder tous les épisodes. Sur la plateforme Prime Video, où il n'y a rien de particulier, on est un petit peu sur un creux. Du coup, je cherchais un petit peu quoi regarder ce week-end et je suis allée voir le top 10 en France. Et je suis alors tombée sur une série horrifique qui, bon, personnellement, m'avait pas tapé dans l'œil au niveau de la bande-annonce, mais je me suis laissée tenter. Et j'ai donc regardé Archive 81. On va en parler aujourd'hui parce que, aïe aïe aïe, il y a des choses à dire. Archive 81 est sortie sur Netflix le 14 janvier 2022. C'est une série de type thriller horrifique qui semble s'inspirer du monde du fan footage, on va dire. C'est comme d'habitude avec Netflix, une série en 8 épisodes d'environ 45 minutes à 55 minutes chacun. Donc il y en a pour à peu près 8 heures pour regarder toute la série. Et attention, la série n'est pas recommandée aux moins de 16 ans, donc il y a un advertising. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi. Il y a un peu de sang. Du sang très léger au niveau de l'aspect, on va dire, violence, etc. Mais bon, en tout cas, elle a un advertising au moins de 16 ans, comme ça, vous êtes prévenus. Au niveau de la présentation de l'œuvre à la production, enfin parmi les différents producteurs, on retrouve le fameux James Wan, donc le maître de l'horreur moderne et surtout de l'univers Conjuring. Donc normalement, c'est censé être un gage de qualité. Après, avec James Wan, on n'est jamais sûr de rien. Déjà, sur ses propres productions, il y en a qui sont vraiment en dessous. Ma critique de Malignant, si jamais. Il y en a qui sont très bien, il y a des trucs qui sont très moyens, il y a des trucs qui sont assez cheap, genre jumpscare. Donc James Wan, il n'est pas toujours linéaire dans ses productions. Il y a de tout et de rien, il y a à boire et à manger, comme on dit. Donc bon, là, il est en production. Au niveau de la scénarisation, on est avec Rebecca Sonnenschein, qui est derrière Vampire Diaries. J'ai pas aimé. Voilà. Et The Boys, j'ai pas regardé. Il paraît qu'elle est plutôt pas mal, mais j'ai pas regardé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est habitué de produire des séries plutôt large public, on va dire ça comme ça. Et ensuite, à la supervision de l'image, on a Paul Harris Brodman qui est derrière des films comme Délivre-nous du mal ou L'exorcisme d'Emily Rose, qui sont pas trop mal. Donc on a une équipe un petit peu... Je sais pas, c'est pas du tout égalitaire au niveau de l'équipe de production. La série Archive 81, c'est pas du tout une production originale de cette équipe, c'est une production qui s'inspire d'un podcast qui porte le même nom, Archive 81, et qui a eu beaucoup de succès. Donc un podcast, c'est une série auditive, une série radio sans images, tout se passe sur le son, et qui jouait sur la découverte de vieilles bandes de sons qui, mises bout à bout, permettaient de retracer l'histoire d'une jeune femme qui faisait face à des phénomènes un petit peu paranormaux. La série Archive 81 visuel, reprend le synopsis du podcast, mais le projette niveau visuel. Ce ne sont pas des bandes son qui sont retrouvées, mais des cassettes qui vont être reconstituées, réanalysées et qui vont permettre de découvrir ce qui s'est passé, ce qui a été enregistré par la personne 20 ans avant, donc dans les années 90. Voilà un petit peu pour le synopsis. On suit donc un jeune homme qui est restaurateur de cassettes, quelqu'un d'assez réservé, un petit peu secret, qui n'a pas l'air très à l'aise dans sa vie. Apparemment, il a vécu une dépression, etc. Il est peut-être un petit peu fragile. Le jeune homme travaille donc au musée de la vidéo, il restaure des cassettes et il va être contacté par une espèce de grosse entreprise, très mystérieuse comme d'habitude. Une grosse entreprise qui va le payer très cher pour restaurer certaines cassettes. Cassettes qu'il va reconstituer retracent le travail de Molly Pendras, une espèce d'étudiante en sociologie, psychologie, qui a suivi en gros toute la communauté d'un immeuble de New York pour essayer de comprendre pourquoi ces gens habitent là, et en fait qui a mis le doigt dans un mystère absolu, une sorte de communauté un peu mystérieuse. On est sur de la secte, on est sur du chelou, on est sur du paranormal, et tout cela en gros va se mener sur les 8 épisodes qui sont d'un niveau très inégal. Alors on va commencer par l'image et le son, parce que inspiré d'un podcast, il y a quand même un intérêt assez particulier couché sur le son. Le son est pas mal travaillé, surtout dans les premiers épisodes, ça se dilue complètement dans les suivants, mais comme vous allez le voir, tout se dilue dans les derniers épisodes, c'est un petit peu le gros cafouillasse après, mais au niveau du son, en tout cas dans le premier et le second épisode, il y a vraiment un travail. En plus, il y a un hommage qui est rendu au podcast, puisque dans la série, le meilleur ami du héros est podcasteur et fait un podcast d'horreur où on voit quelques tips, comment tu fais le bruit des personnes qui marchent sur les cailloux, etc. Quand tu es en centre d'enregistrement. Donc ça, j'ai trouvé le clin d'œil un petit peu sympathique, l'hommage un petit peu sympa.
Et franchement, l'intérêt qui est porté sur le son dans les premiers épisodes est très intéressant. Malheureusement, ça disparaît très rapidement. Au niveau de l'image, on est à peu près sur la même chose. On a quelque chose de très très oppressant et de plutôt bien filmé dans le premier et le second épisode. On est complètement imbriqué dans l'histoire, emporté dans l'histoire, où on fait de gros zooms sur le jeune homme quand il restaure la cassette, etc., sur l'état dans lequel est les cassettes, et où, en tout cas dans les premiers épisodes, quand on voit ce qu'il y a dans ces cassettes trouvées abîmées, on le voit dans l'écran interposé, donc il y a vraiment les deux réalités qui se superposent, c'est-à-dire nous qui regardons une série et le personnage de la série qui regarde le contenu trouvé, donc c'est très intéressant de ce côté-là, et ça disparaît complètement à partir du 3e, 4e épisode. Je vous dis, c'est comme l'intérêt qui est sur le son. L'intérêt qui est porté sur l'image se dilue complètement à partir du 3e, 4e épisode. Ça partait d'une bonne intention. Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant qui était proposé à la base. Le fait de s'inspirer de ce podcast, mais de le transcrire dans l'image. Le fait de jouer sur plein de codes. Il joue sur des codes du fan footage, déjà, grand classique, depuis le projet Blair Witch. C'est très intéressant de jouer là-dessus. Le fait d'être dans un espèce d'immeuble avec une communauté bizarre qui rappelle le grand classique Rosemary's Baby, qui est un film que moi, personnellement, je trouve ultra oppressant, ultra malaisant, qui a marqué, franchement, une génération. Donc, le fait de s'inspirer de ça, c'est hyper intéressant. On va aussi jouer sur des codes The Ring par exemple, où la vidéo, on va dire, aspire un petit peu ton âme et où le contenu vidéo est pas si neutre que ça, la cassette n'est pas innocente, on va dire. Ça, c'est super intéressant aussi. Mais tout ça, toutes ces bonnes idées qui transparaissent franchement dans le premier et le deuxième épisode, j'étais super emballée, hein. J'étais vraiment à fond. Mais toutes ces bonnes idées qui transparaissent, toutes ces bonnes références, ce beau mélange, cet hommage au podcast, qui est vraiment une volonté affichée des premiers épisodes, disparaît complètement dans la suite. Et ça, c'est ultra dommage. En plus de ça, très honnêtement, au niveau du casting, je trouve qu'on n'est pas sur des jeux d'acteurs absolument exceptionnels. Le héros Dan Turner est joué par Mamoudou Athie. Alors Mamoudou Athie, c'est un acteur que je ne connaissais pas, mais très honnêtement, il est très très inégal dans sa production, c'est-à-dire qu'il va avoir des fois des réactions complètement surexagérées, et le reste du temps, il a un caractère extrêmement stoïque, il y a peu de nuances en fait. Soit il est dans la surréaction, soit il est simplement stoïque sur ce qui se passe. En plus, au moment où ça commence à entrer vraiment dans une dimension un petit peu paranormale, le gars semble à peine perturbé, donc c'est très inégal. Pareil pour les autres personnes qui sont au casting. Dina Chiabi qui va jouer Molly Pendras, dont on suit le reportage par cassette interposée. Le premier épisode ça va, mais plus on va avancer, plus pareil, elle va avoir des réactions extrêmement bizarres, des sortes de décalage. Enfin, je sais pas si ça vient des acteurs ou de la direction d'acteurs, mais il y a vraiment des moments où les personnages passent complètement à côté de la scène, et à la fois des moments où ils surréagissent pour des trucs. Enfin, je veux dire, il s'est passé bien pire il y a 10 minutes et ça les a pas... J'ai trouvé ça très étrange. Donc, ces deux personnages sont nos personnages principaux. Ensuite, on a tout un ensemble extrêmement touffu de personnages secondaires. On va avoir tous les habitants de l'immeuble. On va avoir les amis de Dan dans, du coup, le présent. Tous les habitants de l'immeuble dans le passé. Plein d'autres personnages qui arrivent en prêt en renfort. On a vraiment une forêt de personnages qui sont honnêtement très peu développés et qui en plus pour certains, alors qu'ils sont censés apporter un mystère etc, à avancer l'histoire, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Le casting, l'image, le son, il n'y a rien qui m'a vraiment impressionné. Au niveau de l'image, il y a un truc que j'ai pas évoqué mais qu'il va falloir dire même si ça fait mal, les effets spéciaux sont immondes. Mais alors immondes, sauf fin des années 90, début des années 2000, et alors hyper cliché, aucune recherche. La première fois que j'ai vu l'effet spécial, je me suis dit non, ils vont pas nous faire ça. Et quand ça revient, je me dis, oh mon dieu, il persiste et signe. J'étais tellement désespérée. La série était en train de sombrer. Mais alors, quand j'ai vu la première esquisse de cet effet, j'étais en mode, oh là là, mais il manquait plus que ça. Franchement, à partir de l'épisode 3 et jusqu'à l'épisode 8, c'est la descente aux enfers. C'est de pire en pire. Très dommage parce qu'au début, on propose quelque chose de vraiment sympa. Le premier épisode est vraiment accrocheur. Alors, je sais pas si c'est l'épisode pilote et que du coup, ils ont plus investi dans l'épisode pilote pour essayer de faire financer la série. Mais honnêtement, plus on en apprend, moins on va en savoir. Puis tout le côté intéressant d'avoir des espèces de fan footage un petit peu abîmés, ça disparaît complètement parce que au lieu d'être dans une démarche où on regarde une image un petit peu abîmée, un petit peu VHS, etc. pour jouer du coup sur les deux réalités, quasiment à partir de l'épisode 3, chaque fois que Dan restaure une cassette, et on nous montre plus tout comment il la restaure, limite il les met, il n'y a plus rien à réparer, il suffit de mettre les cassettes dans le vidéo et ça marche quoi. Et on passe directement en vision réelle, c'est-à-dire on passe en flashback, on n'est plus dans machine est en train de filmer un truc qui est oppressant. Ce côté fan footage est très oppressant puisque on ne sait pas ce qui se passe autour, on est quasiment en first personal shooter si vous voulez, c'est-à-dire qu'on voit les yeux de la personne qui filme.
C'est ça qui est hyper oppressant dans le fan footage. Et si la caméra tombe et qu'on voit le personnage s'éloigner, on ne sait pas ce qui se passe. Or là, au lieu de rester dans la vision de la caméra de Molly Pendras, on sort complètement et on passe en vision classique, film, comme si on avait remonté dans le temps et qu'on regardait des flashbacks. En plus, on a déjà deux réalités. On a la réalité de Dan, le restaurateur, au jour d'aujourd'hui. On a la réalité de Molly Pendras, années 90. Je ne vous spoile pas en vous disant qu'on va en avoir d'autres. Hein. Donc ça y est, ça commence à être le bazar temporel. Et en plus, on te dit pas quand est-ce qu'on est. Tu devines vaguement à comment ils sont habillés les gens et le style qu'ils ont. Et tu te dis, oh, années 30, années 40, je ne sais pas. C'est pas grave, on s'en fiche. Pas comme si on essayait de rendre l'histoire cohérente, puisqu'elle ne l'est plus. De toute façon, l'histoire part complètement en live. Là, honnêtement, les belles références qu'ils nous mettent au début, où tu te dis, oh, ça va être subtil, ça va être intéressant, va y avoir une ambiance un petit peu malaisante, mais amenée petit à petit... On te sort des trucs, mais alors du cliché. Déjà que bon, de base, l'histoire de base est ultra cliché. Le jeune renfermé un petit peu dépressif, où il lui arrivait des trucs un peu sombres dans sa vie. Son pote, le geek, qui lui fait des recherches sur internet, il l'appelle en mode « Tu me cherches ça, tu me cherches ça, tu me cherches ça ». Le mec, il trouve tout le passif de la vie d'une personne. Tu sais, il est enquêteur au FBI, en fait, sur son temps libre. C'est son Geek in the Chair version Spider-Man, quoi. La grosse entreprise mystérieuse qui paye des gens pour faire des trucs douteux dans la forêt. Évidemment, comme toujours, enfin, je veux dire... Plus on en apprend, moins on a envie d'en apprendre. Et ils nous en mettent quand même. Et alors en plus, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, elle n'est pas validée, mais il y a quand même des discussions pour une saison 2. Vu comment finit la saison 1, si on continue à dégringoler, on va toucher le fond. Parce qu'au bout d'un moment, je restais vaguement accrochée pour essayer de savoir comment ils allaient s'en sortir. Et j'ai été déçue. Donc si en plus on va plus loin, mais moi je regarde pas. Hein. Je vous préviens, je ne regarde pas. À la fin, j'en pouvais plus, quoi. Alors vraiment, ce qui m'a déçue, c'est qu'au début, ça allait. Ils ont tout lâché. Tous les trucs qui faisaient un petit peu l'identité de la série, le côté restauration, etc., super intéressant, ils ont tout lâché. Au final, tout ce qu'ils font, c'est essayer désespérément de faire avancer l'intrigue de cassette en cassette pour nous donner plus d'infos et plus d'infos, plus d'infos. On dirait en fait surtout qu'ils ont écrit l'épisode final. Faut qu'il y ait ça, qu'il se passe tout ça. Et qu'ensuite, ils ont essayé, bon an, mal an, dans chaque épisode, de nous caser un truc pour en arriver. Mais dites-vous bien qu'à un moment, il y a même un personnage qui est obligé de tout nous résumer à l'écran, rapidement, pour essayer d'être sûr que tout le monde a suivi. Tellement ça a été le cafouillasse absolu. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage, comme je vous dis, c'est qu'il y a des bonnes idées. Il y a des trucs qui sont sympas. Je veux pas vous spoil, mais tout ce qui est au mur, etc., que j'ai trouvé très intéressant, il y a vraiment une approche intéressante. Il y a vraiment quelque chose, on aurait pu l'exploiter, mais on s'est complètement laissé aller. Vraiment, j'ai eu l'impression que sur la fin du scénario, ils ont écrit ça vite fait sur le coin d'une table parce que dans 2 jours, il fallait tourner l'épisode, quoi. Et ah oui, mince, on a oublié de rajouter ça, allez, vas-y, mets-le. Ah, on a obligé de rajouter ça, allez, vas-y, mets-le. Au pire, quelqu'un nous case un personnage qui résume tout, comme ça on est sûr qu'ils ont suivi avant le dernier épisode. Donc voilà, au final, ça part un petit peu dans tous les sens, on donne de l'importance qu'à faire avancer l'histoire. On dirait qu'ils ont été pressés par le temps, qu'ils n'ont pas cherché à développer finement. Ils auraient dû retirer plein de trucs, en fait, ils auraient dû faire un élagage énorme sur tout ce qu'ils essayent de nous développer, quitte à en garder pour cette fameuse saison 2. Donc faire un énorme élagage et juste s'en tenir à cet immeuble, ses habitants, cette communauté un peu étrange, un petit peu fermée, et pas tenter de partir de partout dans tous les sens et de vouloir trop en mettre. Parce que quand tu veux trop en mettre, ben t'as pas le temps, donc tu speed, donc les gens accrochent pas, et au final tu perds tout le monde. Tu perds tout le monde, et en plus les effets spéciaux sont dégueulasses. Et c'est dommage. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet avis sur Archive 81. Comme je vous dis, n'hésitez pas à regarder le premier et le second épisode, mais dès que Dan change de lieu, à partir du 3e épisode, je vous recommande de tout simplement arrêter et de juste aller voir un petit résumé sur internet. Non, vraiment, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez regarder, mais très honnêtement, que ce soit au niveau des effets spéciaux, de la construction de l'histoire, de la construction des personnages, de la cohérence logique, et même au niveau des efforts qui sont faits sur le visuel, il n'y a plus rien en fin de saison, ce qui est très très dommage et ce que je trouve très étonnant. Je comprends pas comment on peut passer du premier épisode qui est quand même vachement bien au dernier épisode qui est quand même un gros globi-boulga de n'importe quoi avec des effets spéciaux cracra. Donc ça j'ai pas compris. Cette progression, je l'ai pas compris. Je m'en remets à vous. Est-ce que vous avez vu la série? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que cette vidéo vous donne envie de la regarder? On ne sait jamais. N'hésitez pas à me dire parce que ça a été une grosse déception. Alors la série est au top 10 de France actuellement sur Netflix. Il me semble qu'elle a fait un meilleur démarrage que certaines séries, dont la série de Harlan Coben qui était pas mal attendue cette semaine. Vous ne pas comprendre, mais d'un autre côté, je pense que beaucoup de gens se sont fait prendre au piège un peu comme moi, c'est-à-dire ils regardent le premier et le deuxième épisode, bah, ils se retrouvent imbriqués dans l'histoire. Au final, les 6 autres épisodes défilent et à la fin tu te dis mais qu'est-ce que j'ai regardé, genre on en est arrivé à là, sérieusement? Enfin bon,
Voilà, c'était mon avis donc sur Archive 81. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour nos échanges en commentaire. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de faire ces vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages comme d'habitude. Et nous, on se dit à très très vite.